On commence toujours, comme à l'accoutumée, par vous remercier toutes et tous euh, d'être présents et de nous avoir rejoints sur ce webinaire consacré à la situation sur l'axe Asie-Europe au cœur de cette année totalement hors norme. Trois objectifs principaux. Le premier, c'est vous livrer un état des lieux précis de la situation sur ce trade. Deuxième chose, vous apporter des éléments d'éclairage pour mieux comprendre la situation et les causes du déséquilibre actuel. Troisième élément et troisième objectif, vous donner des conseils concrets pour vous aider au mieux à préparer vos imports, évidemment de la fin de l'été et surtout de l'automne, et d'anticiper au maximum les contraintes qui vont se présenter à vous. Pour traiter ces différentes questions, nous reviendrons sur tout d'abord cette première moitié d'année qui a été à la fois marquée par un contexte de reprise économique historique, de très grosses demandes, mais également d'incidents graves sur l'axe et le trade Asie-Europe. On détaillera ensuite les conséquences concrètes que ça a pu avoir sur l'import Asie en particulier, à la fois d'un point de vue opérationnel, sur la gestion quotidienne des transports, mais aussi sur l'aspect tarifaire. Et enfin, nous essayerons, même si ça n'a jamais été aussi compliqué, d'évoquer ce qui nous attend dans les mois à venir. Ce sera l'occasion de vous livrer nos perspectives et nos recommandations concrètes. Comme d'habitude, je vous invite à poser dès maintenant et tout au long du webinaire toutes vos questions. On fera le maximum pour répondre à la totalité d'entre elles, compte tenu du temps qui nous est imparti. Et on essaiera de vous donner encore une fois la vision la plus concrète et pragmatique possible sur tous ces sujets-là. J'ai la chance d'avoir avec moi Brieux, André, qui est notre directeur des opérations et cofondateur, qui est aussi évidemment l'un des fondateurs d'Oversea. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, on est un commissionnaire de transport digital. On permet, via une plateforme qu'on développe, de gérer tous les sujets de transport, que ce soit de la demande de cotation à la facturation, via une plateforme en ligne. Ça permet de simplifier et optimiser les sujets de transport internationaux. On sert aujourd'hui un peu plus de 600 clients partout dans le monde sur des transports maritimes, aériens et ferroviaires. Et je vous invite à nous contacter à l'issue de ce webinaire si vous avez des questions sur le sujet. Je laisse la parole à Brieux pour commencer la présentation. Merci Arthur. Bonjour à tous. Comme indiqué par Arthur, on va commencer par un état des lieux de la situation sur le trade qui s'est fortement dégradé sur les derniers mois et sur la dernière année. Donc, on ne va pas revenir en détail sur l'impact de la pandémie sur le commerce mondial, mais il est quand même important en amont de comprendre les causes derrière la déstabilisation profonde du trade qu'on a observé sur les 12-18 derniers mois. On identifie trois causes principales. Donc évidemment la pandémie en tant que telle, que tout le monde connaît et sur laquelle on va peu revenir. Le puissant effet rebond de la reprise économique qui du coup en effet rebond a eu un impact fort sur le trade, et des incidents majeurs qui sont venus agir comme de l'huile sur le feu sur ce trade et qui n'en avait vraiment pas besoin du tout. Donc tout d'abord, on a on va revenir sur les causes du coup de la surchauffe du commerce entre Est et Ouest. Donc d'abord, le rebond économique, d'abord constaté sur les États-Unis, qui a dopé la demande, et les usines asiatiques qui ont tourné à plein régime. Et maintenant, c'est au tour de l'Europe d'importer massivement depuis l'Asie, et ça devrait encore durer pour un long moment. On a aussi observé une modification de la consommation. Le fait que la pandémie se soit poursuivie, ça a un peu retardé le retour à une consommation de services qui est en train de reprendre doucement en Europe, au bénéfice du coup d'une surconsommation de biens physiques, ce qui a fait qu'alimenter l'augmentation du commerce sur le trade. Et on observe aussi une reconstitution des stocks dans les entreprises, ce qui est assez logique. Les fermetures d'usines forcées pendant le confinement, notamment le premier confinement qui avait fermé beaucoup d'usines, avait entraîné une baisse des stocks. Et là, les entreprises sont en train de reconstituer leurs stocks. Donc, au-delà de la consommation, il y a une reconstitution des stocks qu'on observe, et une pénurie généralisée de conteneurs. Donc ça, c'est un élément qui vous a beaucoup marqué, vous chargeurs, dans ces derniers instants. Même quand on a des bookings, parfois on a des espaces sur les bateaux, mais on manque de boîtes. Et donc, les fabricants de conteneurs chinois, qui représentent à peu près 80% du marché de la construction de conteneurs, ont accéléré la production.
on a observé une baisse du nombre de conteneurs pendant la pandémie l'année dernière. Et en fait, cette baisse, on a du mal un peu à la retrouver et à retrouver le niveau d'avant pandémie, et surtout une consommation de conteneurs qui n'arrive pas à épouser la croissance actuelle de la demande. Par ailleurs, on a une commande de porte-conteneurs, pas mal de porte-conteneurs qui ont été commandés depuis 2020, mais qui seront livrés qu'en 2023, et vous verrez que ça a un impact aussi sur les espaces dispo. Donc voilà, en résumé, on se retrouve sur un cocktail un peu explosif qui est parti de la pandémie. Le virus, évidemment, reste l'élément central parce que dès qu'on observe dans des pays de production une reprise parfois très légère du virus, ça entraîne des conséquences absolument désastreuses sur le commerce. Donc vous avez vu sur certains pays, dès qu'il y a des reprises, il y a des reprises au Bangladesh, en Malaisie, au Vietnam, ou récemment sur la Thaïlande, et ce qui a entraîné des perturbations dans les usines, mais aussi des perturbations dans les ports. Ça, c'était un peu pour le point de vue macro. On a deux chocs inattendus qui sont venus mettre un peu de piment dans cette situation qui n'en avait pas besoin. Au printemps, premier incident grave, vous avez tous entendu parler, ça a fait la une de toute la presse logistique, le blocage du canal de Suez par l'Ever Given pendant 6 jours. Donc ça, c'est évidemment l'aléa par excellence qui tombe en 2021, qui est la pire année peut-être du fret. C'est totalement imprévisible. Et c'est une grosse partie évidemment du commerce mondial qui a été impacté, alors qu'on observait en plus une légère baisse des taux qui nous donnait un peu d'espoir. On a eu une reprise très massive avec le blocage du canal de Suez qui a vraiment entraîné un peu un déséquilibre total sur toute la chaîne. Ensuite, fin mai, et ça c'est un incident aussi très grave pour le commerce, pour le commerce sur le trade, le port de Yantian. Le port de Yantian, c'est en fait un des terminaux du port de Shenzhen, qui est en gros, selon les années, 3e ou 4e port mondial, et qui est le principal terminal du conteneur avec à peu près 17-18 millions de TU à l'année. TU, c'est équivalent 20 pieds, donc un 20 pieds, quoi. Qui a été partiellement mis à l'arrêt à cause d'une flambée de Covid, et ça a vraiment aussi totalement déséquilibré à la fois évidemment le port de Yantian, mais du coup tous les ports secondaires ou même les ports principaux qui eux se sont retrouvés avec des volumes qui ont été redirigés. Donc ça a encore un peu mis un peu de comment dire de bâton dans l'engrenage du trade import-Asie. Un exemple aussi, un troisième qui vient de tomber ce matin. En un jour, il est tombé à peu près en un an, ce qui tombe en pluie à Henan. Et à Henan, c'est la région de Zhengzhou qui est globalement l'un des principaux hubs du ferroviaire. Donc le ferroviaire, qui est une solution que nous on promeut beaucoup parce que ça a été une solution qui a beaucoup soulagé le maritime pendant cette période. Et ben voilà, en un an là, en un jour pardon, ils ont eu un an de pluie et ça a totalement perturbé le trade, et on s'attend là dans les jours qui viennent à pas mal de retard. Donc c'est pour vous montrer que des aléas qui viennent s'ajouter à cette situation un peu compliquée peuvent entraîner pas mal de conséquences. Donc je vais faire un petit focus aussi sur le fret aérien et ferroviaire parce que ça a été aussi important. C'est des domaines qui ont été impactés par la crise et par tout ce qui s'est passé sur le maritime. Le fret aérien depuis l'Asie souffre d'un manque de capacité du fait de l'arrêt d'une grande partie des vols de passagers internationaux. Donc ça, c'est quelque chose qu'on traîne en fait depuis le Covid, et même si on a une reprise du fret aérien, les longs courriers reprennent très lentement, sachant qu'à peu près 50% du fret mondial voyage dans les soutes des avions passagers. Naturellement, on manque d'espace et ça entraîne pas mal de complexité sur le fret aérien. Le report du maritime vers l'aérien n'a pas été une cause de perturbation sur l'aérien. On s'était attendu à ça avec le blocage du canal de Suez, avec la crise de Yantian, mais en fait, les écarts de prix font que les chargeurs qui chargent en maritime ont préféré attendre plutôt que de mettre sur de l'aérien parce que l'impact est beaucoup trop fort. Pareil, le transport de vaccins n'a eu finalement que peu d'impact sur le transport aérien, alors qu'on l'avait beaucoup redouté en 2020. C'était quelque chose auquel le monde du transport se préparait. Finalement, ça a été un impact assez mineur comparé à tout ce qu'on a pu rencontrer après. Sur le ferroviaire, donc je vous en parlais un peu pour la crise à Henan.
Rien qu'en mai, le trafic a encore bondi de 40% par rapport à 2020. Donc, le ferroviaire est quand même toujours sur cette traîne à 30-40% de croissance par an. C'est un vrai boom. C'est un boom qui est effectivement à relativiser, mais ça reste une solution secondaire qui est très très bonne et dont je vous parlerai tout à l'heure. Mais bon, il pèse encore très peu sur l'ensemble du trade. On est environ à 3% sur le trade import-Asie. Donc, c'est pas encore un transport majeur, mais avec une croissance de 30 à 40% par an sur les années à venir, ça risque de peser. Donc voilà, cette situation qui a créé un peu un désordre un peu structurel dans tout le commerce mondial, la supply chain et le transport international, et principalement du coup sur ce trade import-Asie qui nous intéresse aujourd'hui, a entraîné des conséquences évidemment très inédite pour les chargeurs. On va rentrer dans le vif du sujet en parlant à la fois de l'opérationnel et du tarifaire à chaque fois, parce que c'est deux choses qui sont assez différentes, même si elles sont un peu liées. Si on commence par la maritime tout d'abord, en opérationnel, les chargeurs font face à plusieurs difficultés. La première, évidemment, et ça, vous êtes tous concernés, et nous aussi on est concernés directement par vous, à une difficulté à obtenir de l'espace. La place, elle est très rare, elle est très chère, et le principe de paying limit s'est imposé naturellement dans ce domaine. Pour rappel, la paying limit, en fait, ça correspond au niveau tarifaire en dessous duquel une compagnie maritime ne prend pas un booking à bord d'un navire. C'est un principe qui se généralise aujourd'hui, qui évidemment, c'est rentable pour les compagnies maritimes. On a même vu des contrats premium s'installer, alors même qu'on paye des contrats qui sont très chers. On a des contrats premium qui sont installés, notamment ceux proposés par MSC, qui vous protègent notamment du risque de rollover. Parce qu'évidemment, même quand on a des bookings qui sont relâchés, vous avez tous été confrontés à cette situation d'avoir un booking annulé au dernier moment. Le principe du premium, c'est de vous protéger en particulier du risque de rollover. Une attente prolongée pour valider un booking, au-delà du manque d'espace. On est entre 3 et 6 semaines. Pour info, il y a à peu près 2-3 ans, sur des périodes de peak season qui étaient les périodes les plus intenses, on réservait 3 semaines à l'avance un conteneur et on était sûr de l'avoir. Aujourd'hui, 3 semaines, c'est la limite minimale, et en plus, on attend 3 semaines avant d'avoir 3 à 6 semaines avant d'avoir la libération d'un espace. Évidemment, ça entraîne beaucoup de frustration de la part des chargeurs avec lesquels on échange au quotidien. Et une dégradation du niveau de service pour ajouter tout ça. Donc en fait, on attend beaucoup plus longtemps, on paye beaucoup plus cher et on a un service qui est de moins bonne qualité. On marche un peu sur la tête, c'est une situation assez inédite. On a du coup des retards liés notamment aux congestions portuaires, un risque accru de rollover, comme je vous en parlais tout à l'heure. Donc on s'attend à avoir notre conteneur qu'on attend depuis 3 semaines et au dernier moment, la compagnie nous dit, et potentiellement sans raison, bah non, désolé, en fait, ce sera pas pour vous. On a un problème de ponctualité aussi. Pour info, à peu près avant, on était à 75% de ponctualité sur le trade Asie-Europe. Déjà 75%, c'est-à-dire qu'il y a quand même 25% de retard, ce qui est assez important, mais bon, c'est le transport maritime, c'est le transport international, il faut s'y habituer. En juin, on était à 30% de ponctualité. Donc, on est à un retard moyen de 5,5 jours. Donc, ça aussi, ça a un impact sur les supply chains, sur les chaînes logistiques. Donc, c'est assez compliqué pour les chargeurs. Sur un point de vue tarifaire, donc ça, pareil, tout le monde en parle, les taux en maritime explosent, mais explosent comme jamais. On est sur des taux qui n'étaient pas imaginables il y a 1 an et demi. En 1 an, par exemple, le freight Shanghai-Rotterdam, il a augmenté de 600%, et de 500% vers les ports méditerranéens. Je vous parlerai un peu des ports méditerranéens tout à l'heure. Et depuis mai, la hausse, elle est ininterrompue. Aujourd'hui, on a une paying limit qui tourne autour de 17 000 $ par 40 pieds. Pour des gens qui ont connu le fret avant, c'est toujours assez difficile de s'imaginer un conteneur 40 pieds à 17 000 $. En aérien, on a une situation assez étrange. On a un manque d'espace, mais on n'a pas de perturbation majeure sur la partie opérationnelle. L'aéroport de Hong Kong a été fortement ralenti entre janvier et avril à cause de mesures sanitaires. Donc c'est toujours un peu la situation du Covid qui peut entraîner des mesures sanitaires. Mais dans l'ensemble, le fret aérien, il est opérationnel à peu près partout en Asie. En revanche, à cause du manque d'espace dont on parlait tout à l'heure, les taux sont très élevés. On a observé une petite diminution des taux en mai et juin, mais il reste encore à peu près 80% au-dessus du niveau pré-pandémique. Donc, on est toujours dans des taux qui
qui peuvent paraître assez hallucinants. Et on est dans une situation un peu de peak season permanente, quoi. En fait, le sujet de peak season, qui était quelque chose dont on parlait beaucoup avant dans le fret, on ne sait même pas si ça a un peu du sens de parler peak season, puisque la peak season, elle est aujourd'hui permanente. Depuis fin juin, on a une nouvelle tirée, une nouvelle poussée des prix vers le haut. À Shanghai, sur l'import depuis Shanghai, on est aux alentours de 6 $, alors qu'on était retombé à 4 $ par kilo il y a à peu près un mois. Donc voilà, on observe un peu un début de peak season dont je vais parler ensuite. Donc toujours difficile d'expliquer un peu ces mouvements macro, mais cette poussée, elle s'expliquerait aussi en grande partie par la constitution des stocks, et aussi a priori, on a une redirection des vols qui allaient vers l'Europe, qui sont redirigés vers le Transpacifique. Transpacifique, il y a une explosion de la demande, les taux sont encore plus importants, et du coup, les compagnies aériennes redirigent naturellement vers ceux qui payent le plus, et ceux qui payent le plus en ce moment, c'est l'Asie, Amérique du Nord. Donc, nous, on en subit un peu les conséquences sur une baisse du niveau, une baisse de l'espace, et donc une offre qui reste très serrée, quoi. Sur le ferroviaire, donc jusqu'à l'été, c'était une possibilité qui présentait beaucoup d'avantages, un transit time qui est favorable, on vous rappelle, c'est à peu près 20-25 jours en door-to-door, contre 30 à 45 jours pour l'océan, une offre qui était suffisante, et des taux qui étaient assez compétitifs et qui le devenaient de plus en plus avec l'augmentation du taux en maritime. Aujourd'hui, ces avantages, ils se dégradent un peu, donc on ne veut pas non plus en faire une solution miraculeuse. Le chaos à Yantian, il a fini par impacter le rail. Là, le mois qu'on vient de vivre avec le blocage d'un des plus grands ports du monde en Chine, du coup, ça a fait que le train était très très sollicité, et on a des retards qui peuvent atteindre jusqu'à 10 jours sur le ferroviaire en ce moment. Donc c'est pas non plus le rêve. Et du côté des taux de fret, on est du coup à autour de 17 000 $ pour un conteneur 40 pieds, sur un taux quand même qui a été multiplié par 4 depuis le 2019, mais comme je vous disais tout à l'heure, c'est quand même un taux qui reste compétitif et un mode qui reste compétitif si on compare au fret maritime avec une paying limit à 17 000 $. Donc voilà, il existe un effet général sur les chargeurs, c'est un effet d'incertitude permanente qui est très difficile à vivre pour les chargeurs, en particulier, et pour nous aussi, parce qu'on en subit aussi les conséquences. Les analyses, les observateurs économiques, etc., ont annoncé des retours à la normale, des améliorations, etc. Et finalement, rien ne s'est passé comme prévu, à cause des incidents, mais aussi à cause d'une situation sanitaire qui est très difficile à prévoir. Et aujourd'hui, on parle plus trop de retour à la normale, en tout cas à moyen terme, pour éviter aussi de créer de la déception. Si ça bénéficie aux transporteurs, c'est vraiment tout l'inverse pour les chargeurs. C'est toujours difficile pour vous d'avancer avec cette grande incertitude. Donc bravo à toutes les équipes transport, même aux équipes aussi en interne des commissions de transport qui ont fait preuve d'une forte adaptabilité. C'est vraiment très difficile en ce moment. Et je pense que dans le monde du fret, on parlera de cette période pendant très longtemps. Un petit mot sur le chargeur. Pour ceux qui ne sont pas toujours abonnés au chargeur, on a créé un média gratuit qu'on fait chaque semaine. On s'efforce d'y mettre des éléments de marché, des éléments concrets. C'est pas une revue de presse, quoi. C'est des choses qu'on sent du secteur. Et donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. On va vous remettre le lien en inscription dans les commentaires. Donc on va passer à la troisième partie, qui est un peu la partie la plus compliquée, mais celle que vous attendez sans doute. C'est un peu les projections et nous les conseils qu'on peut donner sur comment anticiper un peu au mieux dans cette situation un peu incertaine. Donc déjà, à quoi on doit s'attendre dans les mois à venir? Évidemment, je critiquais les analystes qui faisaient ça. La première chose à laquelle on doit s'attendre, c'est de pas savoir. Ça, c'est la première chose. Même s'il y a des éléments de marché qui peuvent un peu macro, qui peuvent nous donner des informations. La demande en produits asiatiques qui devrait rester importante jusqu'à au moins le Chinese New Year de l'année prochaine et probablement jusqu'à fin 2022. Le trade import Asie restera de toute façon le trade majoritaire en termes de fret, donc c'est celui qui va rester le plus tendu si la situation sanitaire et si la situation du commerce reste tendue. L'offre, elle va rester plafonnée à court et moyen terme, pour pas mal de raisons. La première, c'est que on manque toujours de conteneurs et le temps que les conteneurs soient produits, les porte-conteneurs qui sont commandés mais qui n'arriveront pas. Et donc voilà, une situation qui est ainsi favorable aux transporteurs. Donc la situation en termes d'offres, elle devrait rester telle qu'elle est. En termes d'éléments économiques macro, l'agence Moody's, elle s'attend à une croissance des volumes de fret à l'échelle mondiale en 2021 de 5 à 7%, alors qu'on parle d'augmentation de capacité autour de 4%. Donc, situation qui ne devrait pas se détendre en fait. Et à plus court terme, on s'attend à une période de peak season après, dès maintenant et dès septembre aussi particulièrement, en anticipation de la période hivernale, la période des fêtes, avec une grosse consommation de biens.
Il y a aussi l'élément important, c'est la campagne de vaccination. Si elle porte ses fruits, a priori, les éléments sanitaires devraient baisser statistiquement, et on devrait avoir moins d'événements comme ce qu'on a rencontré avec Yantian. Du côté des taux de fret, ils devraient rester cet automne à des niveaux records, en se basant sur des éléments de marché, sur les éléments dont on a parlé avant, mais aussi sur des éléments que nous, on voit au quotidien. On a un peu des bruits de couloir, des éléments sur les négociations de taux des grands chargeurs qui font un peu le marché, donc les plus grands chargeurs, qu'ils soient commissionnaires ou chargeurs mondiaux, se base encore des tarifs élevés sur des négociations long terme, sur des négociations avec des tarifs à 6 mois, 1 an. Ils s'engagent à payer déjà des tarifs élevés aux compagnies maritimes. Donc, a priori, si eux les payent et que c'est les plus grands faiseurs du fret, les plus petits faiseurs que nous sommes ou que les chargeurs sont, devront payer ça. Et c'est un élément concret de marché qui nous porte à croire que ça ne va pas s'améliorer, en tout cas très dans peu de temps, quoi. Sur la performance opérationnelle, en revanche, si les taux doivent rester élevés, on s'attend à retrouver des niveaux décents sur l'océan, avec la fin des congestions, la reprise à la normale sur les ports asiatiques, et une attente qui devrait tomber à 2 semaines pour charger, ce qui est toujours un peu fort, contre 4 à 6, enfin 3 à 6, comme je vous le disais tout à l'heure. En aérien, il y a beaucoup d'incertitudes qui demeurent. Ce qui est sûr, c'est que la demande elle est repartie à la hausse, et que les acteurs du secteur ils sont assez unanimes sur le fait qu'on va avoir une peak season plus chargée et plus précoce, alors que d'habitude l'été c'est pourtant une période calme, mais là tout le monde anticipe et se dit bon, comme la fin d'année va être très tendue, la demande est forte. On a quelques signaux positifs qui émergent. On essaie d'être positif dans cette situation parce qu'on a que ça à faire. Il faut évidemment pas les surestimer, mais bon, les effets de la paralysie du port du Yantian, ça c'est un premier élément positif, comme je vous disais, qui est quand même assez sympa. La production de conteneurs neufs qui accélère en Chine, ça on a tous les éléments aussi qui disent que la production de conteneurs neufs accélère, et donc même si on manque d'espace, a priori on ne devrait plus avoir cette déception de se dire j'ai mon espace sur le bateau, mais bon j'ai pas de boîte dans lequel mettre ma marchandise. Les transporteurs qui redéploient, donc ça c'est les échos qu'on a des compagnies maritimes, de la capacité sur la route Asie-Europe, au détriment de certaines routes secondaires. Donc ça c'est un élément à prendre en compte. Si vous avez des trades secondaires, attendez-vous à ce que le trade Asie-Europe sur lequel les gens sont prêts à payer cher viennent prendre les espaces de ces petits trades. Des investissements importants qui continuent sur le ferroviaire. C'est quelque chose sur lequel la Chine, la Russie investissent beaucoup. Donc ça devrait augmenter la capacité sur ce trade. Et un peu, voilà, on espère que le vaccin aussi porte ses fruits et fasse diminuer les éléments sanitaires. Donc nos conseils aux chargeurs, hyper important. Bon, la première chose, c'est qu'il faut pas attendre. Il faut pas attendre. Je pense que c'est illusoire d'espérer un meilleur moment à venir proche pour réserver des conteneurs. Là, en ce moment, c'est plus on attend, plus c'est cher, et ça se maintient comme ça. Et on est incapable de vous dire quand est-ce que ça va baisser, quoi. Ça baissera un jour, on espère, mais pas tout de suite. Donc c'est important de budgéter aussi pour vous des augmentations dès à présent pour vos expéditions futures, parce que le risque d'augmentation il va être élevé et la fin d'année risque d'être tendue. En maritime, si on se concentre sur le maritime, il faut accepter le principe de paying limit. Il n'y a rien à négocier, on ne peut pas négocier. Nous, on est en contact avec les compagnies maritimes tout le temps. Elles sont vraiment en situation de force, quoi. On ne peut pas négocier, et que ce soit nous, même des plus gros acteurs du marché, en fait, c'est pas possible de négocier. Important de privilégier les ports principaux. C'est potentiellement contre-intuitif, mais les ports secondaires, en fait, c'est les premiers à souffrir de la pénurie de conteneurs. Tous les conteneurs sont amenés vers les ports principaux de Chine. Donc, n'essayez pas de vous dire, le port de Yantian ou le port de Ningbo, c'est les plus gros ports, je vais passer par un port secondaire. Vaut mieux passer par les ports principaux, c'est ceux qui ont le plus de conteneurs. Miser sur l'allottement, ça c'est hyper important, c'est une offre qu'on a lancée avec Oversea et qui est hyper important. Nous on est en train d'évoluer vers beaucoup de réservation d'espace en amont. Donc nous on s'engage avec les compagnies maritimes à leur payer du fret si on l'a pas, parce qu'on sent que l'espace c'est vraiment la clé. Et donc n'hésitez pas, si vous êtes en contact avec quelqu'un de chez Oversea, votre commercial ou des opérationnels, à lui partager vos shipping plans, à lui demander voilà des conseils sur comment faire en -1, -2, -3, à faire des prévisions et nous dire voilà, moi je vais avoir tant de conteneurs par semaine, et ça, nous, si on les anticipe à temps, on peut réserver des espaces et les mettre sur nos allottements. Et en Europe, un petit conseil aussi, c'est plus facile si vous êtes
un peu à mi-chemin entre les deux et qu'au niveau économique, ça peut se faire, c'est plus facile d'obtenir en ce moment de la place vers les ports méditerranéens, donc comme Fos ou Gênes, avec des taux qui vont être similaires. Donc, c'est pas de la panacée en termes de taux, mais ça vous permettra d'obtenir de l'espace. En aérien, maintenant, pareil, miser sur l'allotement. Quand les taux sont élevés, bah, c'est très judicieux de passer par l'allotement. On vous conseille de nous greffer sur nos allotements. Nous, on a des allotements qui sont bien en dessous du marché actuel. Et en contrepartie de ces allotements, souvent, il faut s'armer de patience. On va mettre 3 à 4 jours avant d'expédier. Pareil, on essaie de faire le maximum. On est assez transparent sur les délais, mais au moins, vous êtes sûr d'avoir de l'espace. Les aéroports secondaires, donc ça c'est un peu l'inverse du maritime. Les aéroports secondaires fonctionnent très bien, donc ça peut être une excellente solution de repli de passer par des aéroports secondaires. Autour de Shanghai, par exemple, il y a des villes d'où décollent des charters, donc des vols charters, à des prix très intéressants, même sur du fret dense pour ceux qui sont spécialistes du fret aérien. Donc il y a Zhengzhou, Hangzhou, Nanshan, on vous les mettra en commentaire pour que vous puissiez les retrouver, mais ça peut être des solutions qui peuvent être intéressantes en aérien. Et encore une fois, tenter l'alternative ferroviaire. Même si en ce moment, on a des difficultés, et là, on va voir les conséquences de la pluie à Henan dont on a eu des échos ce matin, mais ça peut être une solution vraiment intéressante. Le seul point noir du ferroviaire, il faut faire attention pour tous nos clients qui importent des marchandises dangereuses, donc des batteries ou de la cosmétique ou des choses comme ça. Les marchandises dangereuses sont toujours interdites sur le transport ferroviaire en Chine, donc c'est pas une solution pour ceux qui transportent du dangereux, malheureusement. Et il y a une dernière option qui est l'option routière depuis l'Asie, qui reste, donc c'est une option qui reste encore en termes d'empreinte carbone, elle est moins forte que l'aérien, donc pour ceux qui auraient potentiellement des sujets d'empreinte carbone. Et voilà, il faut environ compter 30 000 $ pour un camion plein en USD, avec un transit time de 21 jours. Donc ça peut être aussi des solutions de repli, pas long terme, mais des solutions un peu de repli pour certains d'entre vous. Donc, si je conclus, ce qu'il faut retenir en synthèse, une situation globale qui ne va pas se normaliser, il ne faut pas espérer. L'axe Asie-Europe, c'est un des plus importants avec le Transpacifique, et c'est sur celui-là qu'il va y avoir le plus de tensions. On peut quand même s'attendre à une amélioration opérationnelle. Donc, ce que vous avez connu en mai-juin, c'est pas une crise à cause de la crise sanitaire, c'est vraiment une crise du port de Yantian qui a vraiment totalement déséquilibré et un peu des restes de l'Ever Given. Donc, normalement, s'il n'y a pas d'imprévu majeur, donc on croise les doigts, on touche du bois, on devrait avoir une amélioration opérationnelle. Ne pas miser sur une baisse des taux, ça c'est clair et net. N'espérez pas que vos taux s'améliorent. Le but c'est d'avoir de l'espace, et à court et moyen terme, il n'y aura pas de baisse de taux. Voilà, à part ça, faut oser les alternatives, ouais, c'est important. Un des derniers conseils, c'était oser les alternatives pour notamment le rail ou le camion. On peut tester. Et ensuite, faire confiance aussi à votre commissionnaire. On sait que c'est pas forcément facile dans cette situation. Les équipes transport, les équipes ADV prennent la pression un peu de tous les départements qui, si on n'est pas dans le monde du transport, on comprend pas que quand on commande un conteneur, en fait, on l'a pas. Ça paraît être quelque chose d'aberrant en termes de service, mais en tout cas, c'est la réalité du marché. Mais voilà, faites confiance à vos commissionnaires. Sachez que nous, on frappe à toutes les portes. On a une gestion d'espace. On est en contact avec les compagnies maritimes en permanence et on essaye d'avoir tous les espaces et possibles. Donc voilà, essayez de faire confiance au maximum. Merci pour votre écoute. On va passer aux questions maintenant. Mais juste avant, c'est important, c'est est-ce que vous pouvez répondre au sondage qui s'affiche sur l'écran pour nous aider sur les prochains webinars. Et on va faire un webinar, je pense qu'à la rentrée. Si vous pouvez voter pour le webinar sur lequel vous aimeriez nous entendre. Et je remets un petit mot sur le chargeur, notre média gratuit qui en fait est un peu à l'image de nos webinars. On essaie de prendre des éléments de marché. Et donc voilà, abonnez-vous au maximum pour être au fait de toutes les dernières actualités. Parfait, merci Brieux pour l'exposé et toutes les tendances de marché et recommandations que tu nous as partagées. Je vous propose maintenant de passer aux questions. Malheureusement, le temps est compté, donc on essaiera de répondre au maximum de questions. Je commence par la première qu'on a reçue de Delphine. Il y a 15 jours, vous parliez de taux à 20 000 USD et ce matin sur la newsletter, vous parliez de pic à 12 000 USD. La réponse est relativement simple, c'est que le premier indicateur
pour 12 000 USD pour un 40 pieds correspond à un indice macro, disons, de Drewry, qui s'appelle le World Container Index, qui est une vision comment dire, agglomérée et macro du prix, alors que les taux à 20 000 USD, c'est ce qui est pratiqué dans le cadre de certains clients par les compagnies maritimes. Donc il y a une vision qui est théorique et agrégée de tous les différents prix du marché et la vision spot, disons, de ce prix-là. Autre question de Madeleine qui nous demande si on peut partager une liste des compagnies maritimes qui ont une pratique tarifaire premium. Ce qu'on peut vous dire, c'est qu'aujourd'hui, la compagnie avec le service le plus premium et le plus efficace à notre sens, c'est MSC. Compte tenu de la situation, MSC a d'ailleurs annoncé des grosses commandes de navires et augmente sa capacité de manière significative. Donc c'est probablement un des acteurs qui a le plus de place aujourd'hui, disons, de capacité. En revanche, comme le dit Héloïse, ces politiques tarifaires changent régulièrement. Par exemple, CMA a arrêté ce service-là, donc malheureusement difficile de donner une réponse plus précise que ça. Une question d'Antoine Paris qui nous demande si les compagnies maritimes ont profité de ce moment-là pour augmenter leurs marges et peut-on espérer l'arrivée de nouveaux acteurs pour stimuler la concurrence. Alors, sans être complotiste évidemment, sur la partie marge des compagnies maritimes, nous on a très peu d'infos. C'est évidemment une situation qui leur permet de générer pas mal de revenus. C'est en tout cas les premiers échos qu'on a sur les résultats des différentes compagnies maritimes. Donc évidemment c'est une période qui est assez faste pour eux. Sur l'arrivée des nouveaux acteurs pour stimuler la concurrence, évidemment s'installer en acteurs maritimes, et c'est ce dont ils profitent en ce moment. On a plutôt une concentration du marché des acteurs maritimes sur les dernières années, parce que historiquement, en fait, les compagnies maritimes étaient des acteurs qui gagnaient peu d'argent, et il y a une concentration massive, et les petites compagnies maritimes n'arrivaient pas à être rentables. Donc il y a une concentration du secteur, et du coup maintenant être un nouvel acteur sur le marché, en fait vous rencontrez beaucoup de barrières à l'entrée, notamment des barrières à l'entrée très simples qui sont construire des bateaux qui font 400 mètres de long, quoi. Et en fait c'est un peu une situation de marché où avant les compagnies maritimes on était prêt à changer de compagnie maritime pour 100 dollars, et quand on était à 1400, 1500 dollars, c'est elle qui un peu souffrait d'une concurrence accrue, d'une commoditisation du prix du conteneur. Aujourd'hui, on est à 17 000 dollars, donc là, on est peut-être dans un excès inverse des compagnies maritimes qui profitent de ces moments-là. Mais peut-être que la vérité sur le marché en fait du conteneur, elle est entre les deux, et qu'avant, on sous-payait les compagnies maritimes, et ce qui s'est passé et dont on subit les conséquences aujourd'hui, peut-être qu'il va y avoir un rééquilibrage du prix du conteneur et qu'on va se retrouver sur un conteneur à terme, sur une période longue, autour de 3 000 à 4 000 dollars et plus de 1 500 dollars. Oui, alors question très intéressante de Virginie qui nous dit « Bonjour, savez-vous combien de nouveaux porte-conteneurs sont commandés et seront mis en service en 2022-2023 ?» Difficile de vous donner des chiffres exacts. Je sais que la CMA-CGM a passé commande de 22 nouveaux porte-conteneurs, c'était annoncé en avril. Ce que je peux vous dire de manière générale, c'est que les compagnies maritimes estiment que la capacité augmentera de 4% en 2022. Et elles estiment que la demande augmentera de 7% en 2022. Traduction, l'équilibre restera quand même assez largement en faveur de l'offre. Et pour vous partager aussi quelques éléments, une nouvelle réglementation sera mise en place en début 2023, 1er janvier 2023, liée à l'IMO, et qui va obliger les compagnies maritimes à mettre à jour encore une fois les moteurs et je dirais les rejets de soufre des navires, ce qui va probablement obliger les compagnies à sortir des rotations opérationnelles les navires les plus anciens, et ce qui va du coup mettre sous tension la capacité. Et ce que les compagnies maritimes nous disent aujourd'hui, c'est que, pour répondre aussi à la question d'Antoine, les résultats très positifs qu'elles font, pour vous donner un exemple, le résultat de la CMA-CGM au premier quarter était de 2,3 milliards. Ces résultats sont aussi utilisés pour faire des investissements sur le long terme, pour mettre à jour la flotte de navires. Donc voilà, ce qu'on peut dire, c'est que vraisemblablement, les commandes de porte-conteneurs vont aussi être contrebalancées par la sortie de rotation des navires les plus anciens. Parce que la deuxième option, pour répondre à la question de Barbara, c'est en fait, si les porte-conteneurs ne sont pas mis aux nouvelles normes environnementales, les compagnies seront obligées de ralentir les vitesses des navires pour limiter
rejet de soufre. Donc ça veut dire que si elles ne font pas ces investissements-là, elles vont devoir ralentir les navires et donc avoir des transit times encore plus longs sur ce trade-là. Une question de Laure Amila qui nous demande qui sont les gros chargeurs mondiaux qui négocient les tarifs dont je vous ai parlé tout à l'heure. Effectivement, un peu plus de précision sur ce sujet. Vous allez avoir deux types de grands chargeurs. Vous allez avoir les grands commissionnaires de transport, donc ceux qui vont avoir plusieurs millions de conteneurs à l'année, en tête desquels vous allez retrouver des acteurs comme Kuehne+Nagel par exemple ou Bolloré. Et ensuite, les autres chargeurs mondiaux, vous allez avoir ce qu'on appelle les BCO, donc ça va être des compagnies, des entreprises qui ont tellement de volume qu'elles vont négocier directement avec les compagnies maritimes leurs tarifs. Ensuite, elles vont faire utiliser des commissaires de transport pour gérer leur transport, mais la négociation va se passer directement avec des compagnies maritimes. Par exemple, on peut penser à Ikea qui a plusieurs millions de conteneurs par an et qui négocient directement avec les compagnies maritimes. Même ces acteurs-là, en ce moment, qui eux, pour le coup, ont des contrats avec les compagnies maritimes, souvent passent par des commissionnaires de transport parce que, en fait, ils ont des problèmes d'espace. Elles ont négocié des tarifs, mais même ces tarifs-là, les compagnies maritimes ne les respectent plus parce qu'on est dans une situation de marché totalement explosive avec des prix très élevés. Et du coup, même ces BCO-là, donc, qui sont d'habitude la norme du marché et ceux qu'on met en bas de bateau et on est sûr de les remplir, même ceux-là ne passent plus sur les bateaux aujourd'hui. Mais c'est eux qui s'engagent aujourd'hui avec des compagnies maritimes sur des nouveaux contrats, avec des contrats long terme. Et les échos de marché qu'on a, c'est que ces taux-là et ces navires-là, ces espaces réservés, à des niveaux qui sont très élevés, quoi. Si on savait que Kia avait réservé son conteneur à 1 500 $ sur toute l'année prochaine, on pourrait s'attendre à une baisse de marché. C'est pas le cas. Question de Julien. Bonjour, la capacité devrait-elle s'améliorer post-Chinese New Year? Alors, double réponse. La première, c'est le consensus de la part de toutes les compagnies maritimes, et on vous le dit en connaissance de cause, on était chez Hapag-Lloyd et la CMA hier, c'est que la situation ne bougera pas avant Chinese New Year 2022. Donc ça veut dire qu'on pense que la situation restera sous tension jusqu'à début février 2022. Et ce que les compagnies anticipent, c'est un lent, une lente déflation des tarifs liée à plus de capacité post-Chinese New Year. Mais même là-dessus, les compagnies sont assez prudentes. Et les plus optimistes sont post-Chinese New Year, la situation va progressivement se rétablir. Probablement pas au taux d'avant, mais ce qui est certain, c'est qu'elle devrait peut-être se rétablir. Et les plus pessimistes disent début 2023, dans le meilleur des cas. Question de Jean-Philippe sur pensez-vous que des sociétés comme DHL, Kuhn, Bolloré ne vont pas prendre le pli d'affréter leurs propres navires sur du long terme? Alors, oui, ils vont essayer de le faire. Le problème, c'est qu'il y a un manque de navires en ce moment parce que tout le monde a la même idée. Et en plus, c'est des navires souvent qui sont des navires qui n'ont pas les mêmes capacités du tout que les grands navires des compagnies maritimes. Donc, ça va être des taux qui vont potentiellement être très hauts. Nous, on essaie de réserver notamment sur la partie aérienne, on essaie de réserver des charters aériens. Et en fait, on tombe sur des prix les réservations de charters s'adaptent un peu au prix. Et donc, ça devient des solutions de risque parce que quand vous réservez un navire ou quand vous réservez un avion, vous prenez le risque, quoi. Vous le payez et vous espérez le remplir. Et en fait, les réservations de charters, enfin les entreprises qui nous réservent des charters maritimes ou aériens, s'adaptent aussi au prix du marché. Et on se retrouve avec un peu une gestion de risque qui repose sur le commissaire de transport. Et c'est des décisions qui sont en termes de business assez compliquées pour des commissaires de transport de s'engager sur des montants aussi importants. Donc c'est toujours assez compliqué. Question de Claire, très intéressante. Bonjour. S'il y a plus de capacité sur les ports du Sud, les taux sont-ils moins élevés? Ce qu'il faut voir, c'est que les compagnies maritimes appliquent des taux qui sont relativement similaires par range. Donc ça veut dire que les taux sont souvent similaires sur Le Havre, Dunkerque, Anvers, Rotterdam, ce qu'on va appeler le North Range, et la même chose sur le South Range, donc Sud-Europe et Nord-Europe. Et dans certains cas même, les taux sont les mêmes, ce qui veut dire que en réalité, les taux de service ou la disponibilité n'a pas vraiment d'impact sur les tarifs. C'est ce qui est très très compliqué aujourd'hui dans le marché, c'est de comprendre que c'est pas parce que les taux sont plus élevés qu'il y a des capacités de chargement qui sont meilleures ou des taux de service meilleurs. C'est malheureusement la réalité du marché aujourd'hui. J'en profite aussi, question de Cécile. On fera évidemment parvenir à tous les participants la présentation et la réponse aux principales questions qui ont été posées ici. Donc, évidemment, vous aurez la réponse à toutes ces questions et la présentation.
Il nous reste encore 3 minutes. Je vous propose de prendre les dernières questions. Question d'Emmanuel. L'allotement nous garantit-il un prix fixe par conteneur? Ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, les allottements sont plutôt des garanties d'espace. Donc, ça veut dire que les compagnies maritimes vous accordent ce qu'on appelle une space protection en échange d'une visibilité sur les volumes que vous allez leur apporter chaque semaine sur un port de départ, un port d'arrivée, et que ces allottements, sauf contrat long terme, sont souvent révisés mensuellement, notamment à cause des conditions de marché, sauf si vous avez la capacité de vous engager sur un temps long. Et ça, c'est un point important. Ce qu'on voit, c'est que les compagnies ouvrent la porte aujourd'hui à des contrats sur 1 ou 2 ans en échange de protection long terme et de tarifs long terme. Ce qu'elles faisaient peut-être moins avant. La question, c'est quel est je dirais l'intérêt de s'engager sur des taux aussi élevés. C'est toujours l'arbitrage qu'il faut choisir de sécuriser de l'espace versus optimiser les prix d'achat des compagnies. Question d'Amandine. Avez-vous des échos de déchargement à Singapour alors qu'on a chargé sur des bateaux directs? C'est une très bonne question. La réponse est aujourd'hui, les compagnies peuvent décider de changer les schedules de manière arbitraire, enfin, ce qu'elles ont toujours eu la possibilité de faire. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a des très très forts changements sur les plannings et les routings des bateaux. Malheureusement, on a effectivement des échos de problématiques comme celle-ci, de ports qui sont pas escalés. On pense notamment à Taïwan, où certains navires n'escalent pas par Taïwan parce que remplis déjà suffisamment avant, ou alors des routines qui changent pour aller toucher d'autres ports s'il y a des sujets opérationnels majeurs ou je dirais des problématiques économiques qu'ils jugent. Donc malheureusement, oui, on a ces échos-là. Et ce que les compagnies nous confirment, c'est que ce sera une problématique qui sera amenée à durer encore. Écoutez, je vous propose de clore le webinaire là-dessus. Je vous invite à voter sur le sondage pour les 2 questions qui vous sont posées. Première question, suite à ce webinaire, recommanderiez-vous un webinaire Oversea à votre réseau, oui ou non? La question est, est-ce que ce webinaire vous a été utile? Et si oui, est-ce que vous le partageriez autour de vous? Je vous laisse y répondre. Deuxième question, votez pour la thématique du prochain webinaire. Import maritime Asie, refonte des stratégies de supply chain, comment arbitrer entre maritime, ferroviaire et aérien, ou peak season automne-hiver 2021, quelle perspective? Voilà, je vous invite à répondre à ces sondages-là qui sont très utiles pour nous, pour améliorer à la fois la qualité du contenu qu'on vous partage et aussi les thématiques. 11h45, on a tenu le timing. J'en profite pour tous vous remercier pour votre présence et les très nombreuses questions. Ravi de continuer les échanges en dehors de ce webinaire si vous le souhaitez. Et je vous invite à vous rapprocher de nous pour tous les sujets qui le nécessitent. Je remercie Brié aussi pour son intervention et la qualité de la présentation. Et je vous dis à très vite pour un prochain webinaire. Merci.